Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Design sur écoute, j'ai eu envie de vous parler de biomimétisme. Alors en fait, on en entend beaucoup parler et je me suis dit que ce serait chouette de découvrir ensemble ce que ça veut vraiment dire en fait. Vous savez, on définit souvent le biomimétisme comme étant le processus d'imitation des formes de la nature. En fait, on retrouve énormément ce concept dans le design, vous l'imaginez bien. Il faut dire que en fait, notre monde est rempli d'objets et que tous ces objets sont dessinés, pensés dans leurs moindres détails par des gens, les designers. Et le design est finalement aussi présent dans les services. Quand on se rend compte de l'ampleur de la présence du design, c'est vertigineux. Il est vraiment partout, partout, partout. C'est ce qui fait que le design me passionne. Voilà une discipline à la croisée de tous les chemins. Alors même si ce mot est parfois un peu galvaudé, on se rend bien compte que tout est designé. En fait, rares sont les choses qu'on utilise au quotidien qui ne soient pas passées entre les mains de l'être humain. Alors du coup, voilà, c'est pour le meilleur comme pour le pire, évidemment. Et malheureusement, ces dernières décennies, nous venons de collectivement en fait expérimenter ce qu'une définition hors sol du design pouvait avoir comme conséquence. Avec le biomimétisme, nous voilà sûrement à l'aube d'un sacré virage dans notre société. Vous voyez par exemple la bardane, c'est la plante qu'on a partout dans nos campagnes et qui est l'inspiration biologique à l'origine du velcro. Il y a aussi l'exemple du bec du martin-pêcheur, vous savez cet oiseau, qui est en fait l'inspiration de la forme du célèbre train japonais qui est précurseur de ces lignes à grande vitesse. Donc voilà, finalement, le biomimétisme, il est passionnant parce qu'on n'est qu'au début de son exploration. Et moi, j'en suis vraiment persuadée, en fait. Je crois que ce qui va nous émouvoir demain, aujourd'hui, nous indiffère totalement. C'est-à-dire qu'en fait, on passe totalement à côté de ce qui demain va faire palpiter un peu nos cœurs parce que tout simplement, on ne connaît pas. C'est complètement inconnu aujourd'hui pour nous. Et à mon avis, le biomimétisme demain aura une place centrale, beaucoup plus centrale. Ce sera peut-être même une posture en fait. Donc dans cet épisode, j'ai envie qu'on aille ensemble au contact de tout ça, de toute cette nouvelle approche du design, un design inspiré par le vivant. Beaucoup de personnes ont depuis longtemps ces démarches fondées sur le biomimétisme, soit dans l'ombre, des scientifiques, des ingénieurs, etc., soit des designers, des architectes, des artisans aussi, des artistes, mais par instinct, en fait, des personnes qui ont ce côté un peu bricoleur ou savant fou. Et dans cet épisode, j'ai envie qu'on traite du biomimétisme à travers une pièce d'une jeune femme très, très, très connue aux États-Unis, qui a embrassé un peu ce rôle de figure tutélaire du design inspiré de la nature, c'est Neri Oxman. Alors avant d'aller plus loin sur cette pièce qui est vraiment manifeste, 2 mots sur cette femme. Donc en fait elle est designer, elle est d'origine israélienne et depuis plus de 10 ans elle est prof au Media Lab du MIT à Boston. Alors en fait le MIT c'est un lieu qui est complètement dingue, où des gens réfléchissent à des choses avec lesquelles on vivra peut-être dans 50 ans. Et ce qui est beau quand on recherche comme ça des choses, c'est d'être surpris, parce qu'en général, celles et ceux qui font ça bien, ces recherches, savent pas vraiment ce qu'ils cherchent en fait. Donc voilà un endroit où on s'autorise de tester, d'expérimenter des choses les plus improbables, les plus saugrenues. C'est un endroit où on s'autorise aussi à regarder dans toutes les directions et explorer tout ce qui pourrait permettre de régénérer nos écosystèmes. Alors le quotidien de ces gens, c'est donc de faire de la recherche appliquée. Comme dans tous les domaines, ça peut être pour le pire comme pour le meilleur. Je connais pas suffisamment en détail tous les travaux de son groupe de recherche de Neri Oxman pour vous dire vraiment, mais en tout cas ce que j'ai lu, c'est qu'avec quand même ses équipes, elle ne travaille que sur des solutions bio-inspirées et elle développe des matériaux en collaboration avec le vivant. Donc voilà quand même un lieu qui s'autorise à sortir des sentiers battus et surtout où il y a pas mal de moyens. Et donc dans cette quête de faire avec le vivant, Neri Oxman n'évince pas la technologie, au contraire elle s'en sert à bon escient, comme elle dit, en tout cas avec conscience on pourrait dire, jamais dans un sens un peu solutionniste, mais plutôt comme étant au service du vivant, qui ensuite lui va pousser tout seul. En fait on va pas le construire ce design, mais il va être créé par lui-même en fait. Et donc, quel est ce projet dont je vais vous parler depuis le début de cet épisode ? Il s'appelle Agua Oja. Et son idée, c'est de prouver en fait qu'on peut se passer entièrement du plastique sur Terre. Donc voilà une pièce en fait qui est assez impressionnante. Pour vous la décrire, elle mesure 3 mètres de haut, à peu près 1 mètre à 1,50 m d'envergure. Elle fait un peu penser au corps d'une cigale, pour celles et ceux qui sont plutôt méditerranéens, ou alors d'une feuille qui est un peu repliée, vous voyez, sur elle-même quand elle est un peu séchée.
Le plus incroyable dans ce projet, ce sont évidemment les matériaux qu'elle et son équipe ont utilisés. Vous n'allez pas en revenir. Alors en fait, il y a 0 matériaux pétro-sourcés, donc tout est naturel, en fait non toxique. Ils ont décidé d'adapter les propriétés de matériaux naturels qui sont apparus sur notre planète il y a plus de 3,5 milliards d'années. Et donc on retrouve par exemple comme matériau la chitine qu'on retrouve dans les crustacés comme les carapaces des crevettes par exemple, ou alors des crabes, les scorpions ou les papillons. Et tenez-vous bien, c'est le second biopolymère le plus abondant sur la planète. Donc quelques 10 millions de tonnes sont produits chaque année de cette chitine. Et il y a aussi un autre matériau qui s'appelle la pectine et que là on va retrouver plutôt dans les citrons ou alors la peau de pomme qui ont constitué justement cette grande pièce. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter en 2019 l'exposition qui s'appelait La Fabrique du Vivant au Centre Pompidou, mais certains échantillons étaient présentés sur un immense mur comme ça, c'était hyper beau. Peut-être que certaines et certains d'entre vous s'en souviennent. Au sujet de cette grande structure aux allures de cigale, en fait, Neri Oxman aurait mentionné à son sujet que finalement, si on plaçait cette structure dans l'eau, eh bien, les matériaux qui la composent, comme ils sont toujours en fait vivants, ils pourraient nourrir les océans. Et si on décidait au contraire de l'enterrer, cette structure, les matériaux en fait aggraderaient le sol et lui permettraient d'aider à faire pousser d'autres végétaux. Donc en fait, on touche là du doigt finalement ce qu'on pourrait appeler le design infini. Alors, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il se passe des choses incroyables, loin de là. L'Association pour un design soutenable œuvre en France pour soutenir des dynamiques comme ça d'intelligence collective qui vont inspirer d'autres initiatives désirables et frugales pour le monde de demain. Alors, j'en parle parce que vous en doutez, je la connais bien, cette association. Je l'ai fondée pour montrer justement que faire autrement est possible et que des dizaines de designers, architectes, artisans, artistes en France cessent en fait d'utiliser les matériaux qui gaspillent des ressources aujourd'hui et nous font voir qu'autre chose vraiment est possible. Si ça vous intéresse de découvrir comment, par exemple, on peut faire du verre sans sable ou alors du béton avec de la boue marine, des plateaux de table aux veinures presque plus belles que celles du marbre mais sans pierre et sans aucune cuisson, eh bien, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram @designsoutenable ou sur le site que je mettrai dans les notes de cet épisode. En fait, il y a vraiment tout un tas de choses qu'on est loin d'imaginer, qu'on est loin en fait juste de savoir que ça existe. Et pourtant, c'est déjà là, c'est aujourd'hui. L'association présente justement ces initiatives à l'occasion de l'exposition Frugale. Donc l'année dernière, c'était la première édition. La seconde édition vous réserve de très très belles surprises, du genre de celles qui vont réveiller nos cœurs en sursaut, franchement. Bon, et pour en revenir du coup à Neri Oxman, en 2013, donc en fait il y a presque 10 ans déjà, elle avait imaginé un énorme dôme qui était en fait tissé par plus de 6500 vers à soie. Donc en fait c'était une structure qui était dans le lobby du MIT je crois, et voilà que ces vers à soie étaient juste guidés sur une structure du coup à base de nylon. Donc, c'était complètement démentiel. Je partagerai avec vous des images sur Instagram. C'est beau en fait de voir à quel point ce sont. Enfin là, en l'occurrence, c'est une œuvre qui s'est auto-construite au fur et à mesure. Et d'ailleurs, Neri est même allée jusqu'à laisser les œufs des vers à soie éclore dans le dôme. Elle les a nourris durant leur vie de vers avec des feuilles de mûrier, avant qu'ensuite ils deviennent des papillons et qu'ils s'envolent. Et vous savez, on en avait déjà parlé avec une de mes invitées du podcast qui s'appelle Marlène Huisseau. C'était l'épisode 127. Mais aujourd'hui, donc en fait, elle est designer, elle travaille beaucoup avec les vers à soie aussi et les abeilles en fait. Et aujourd'hui, elle nous disait que finalement, il existe des élevages de vers à soie qui ne tuent pas en fait les vers dans leur cocon, mais qui attendent vraiment que le papillon s'envole. Alors, on dit apparemment que le fil, du coup, quand on tue pas les vers à soie, il est de un peu moins bonne qualité. Mais bon, ça reste quand même tout de même une fibre exceptionnelle qui peut-être accepter d'avoir quelques imperfections. D'ailleurs, peut-être ne vient-il pas là le mystère de la beauté, de ce qui touche nos cœurs, ces imperfections qui nous permettent de nous reconnecter peut-être à notre vulnérabilité, à notre humanité. Donc je vous laisse réfléchir sur tout ça. En tout cas, voilà, moi je trouve que finalement, comme le suggère Neri Oxman dans sa pratique, aujourd'hui le design convertit finalement l'utilité en comportement, mais aussi en contexte culturel. Et elle met la lumière sur ce design qui n'est pas construit, mais qui se développe en fait, qui grandit et qui pousse. La nature devient l'artisan
en collaboration avec les designers et les chercheurs. Et ça, c'est quand même une toute nouvelle façon de voir les choses et de re-questionner nos postures à toutes et tous.